What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi? Du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde! À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, nouvel épisode, aujourd'hui consacré au dernier film de Zack Snyder, Army of the Dead. Une production Netflix dont on va causer avec ma complice Mathilde Lemaire. Bonjour Mathilde. Salut Guillaume. Ça va? Ouais, T'es encore convalescente des deux Zack Snyder que t'as dû t'infliger la même année pour le bien du podcast? Bah, comme j'en ai vu 5, la période de convalescence est particulièrement longue. Peut-être t'as enchaîné là. Ouais, on a enchaîné Batman vs Superman, les deux Justice League, Army of the Dead qu'on avait envie de voir tous les deux pour le coup. Et puis tu m'as même montré hier un court-métrage de Zack Snyder dont j'ai déjà oublié le titre. C'est Snow Steam Iron, un court-métrage qu'il a tourné entièrement à l'iPhone. Et que tu as beaucoup apprécié, n'est-ce pas? Voilà. C'était déjà trop long, 4 minutes en fait. Et là, on va aborder un film de 2h30. Un film de 2h30 qu'on a envie de voir, pourquoi? Parce qu'Army of the Dead part d'un pitch assez excitant qui est le suivant. Il nous raconte comment une poignée de mercenaires va tenter de braquer un casino de Las Vegas alors que la ville est en pleine quarantaine depuis une invasion zombie. À la tête du groupe armé, on retrouve le comédien Dave Bautista qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Il incarne ici un père dont la fille, avec qui il est en conflit depuis des années, pourrait bien l'aider à infiltrer Vegas grâce à ses contacts dans le milieu humanitaire. Army of the Dead, c'est le premier film de Zack Snyder non estampillé DC Comics depuis Sucker Punch et le Royaume de Gaoul qui sont sortis il y a une dizaine d'années environ. Et plus important, c'est son premier film de zombie depuis l'Armée des Morts, son remake du Zombie de George Romero qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2004. They're not what you think they are. They're smarter. They're faster. They're organized. Oh, scheiße. You got the hope. Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count. When the deal's done. What is this? It's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line. Alors, c'est une première dans l'histoire du cinéma, du podcast et de l'humanité. Nous sommes, tous les deux, d'accord sur un film de Zack Snyder. Et malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Bah oui, ni toi ni moi ne l'avons apprécié, on s'est ennuyé ferme, hein. Je pense que c'est peu de le dire. C'est le constat général et malheureusement évident, c'est que c'est un film qui pour moi met 1h15 à démarrer et ensuite 1h15 à se finir, quoi. C'était long, c'était très très long. C'est très long, il y a un gros problème de rythme. Et puis, alors on l'a vu, pas ensemble, mais en simultané, et on en a discuté juste après, et on avait déjà du mal à ce moment-là à se repérer, c'est-à-dire à resituer les scènes en fait, à dire si telle scène se situait au début, ou à la moitié, ou à la fin du film. Ouais, c'est vrai, on avait déjà un rapport assez confus au film, c'est-à-dire qu'on on l'a regardé très attentivement, mais 1 heure après, on se mélangeait déjà les pinceaux, quoi. Mais alors le film, aussi mauvais soit-il, ne commence pas si mal. Notamment, t'as plutôt apprécié la scène d'introduction qui implique le désert, un ciel crépusculaire et une poignée de militaires en plein convoi. C'est ça, ouais, moi j'ai trouvé la scène d'intro plutôt correcte. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que je le trouvais assez agréable à regarder. C'est très rare que j'aime la photo d'un film de Zack Snyder, mais là en l'occurrence, ça m'a rappelé en fait un peu Logan de James Mangold. Surtout en fait le côté grosse bagnole sur route déserte, tu l'as dit en plus, ça se passe au coucher du soleil, les couleurs du ciel sont assez belles. Donc c'était pas désagréable à regarder. Et donc tu l'as dit, en fait c'est un peu la genèse, on voit un convoi militaire qui transporte en fait le patient zéro, le premier zombie.
Et on comprend comment l'épidémie va se propager. En l'occurrence, la voiture de tête du convoi entre en collision avec une autre voiture, carambolage, tout explose, le zombie se libère, et il va décimer les 10 ou 20 soldats qui accompagnent le convoi. Et moi, en fait, j'avais hâte de savoir à quelle sauce on allait être mangé. C'est qu'à de le dire. J'avais hâte de savoir à quel type de zombie on allait être confronté. En l'occurrence, c'est le type intelligent, agile, furtif même. Il y a deux, trois soldats en fait qui parviennent à s'échapper et ils sont très vite rattrapés par ce zombie assez effrayant. Et donc il est athlétique en plus, il a une stature assez... Oui, en plus. Et donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner dans Vegas. Dans Vegas, ça donne une invasion qui est contenue dans le générique, donc qui fait suite à cette scène d'intro. Alors c'est une technique narrative qui a été éprouvée sur le cinéma post-apocalyptique. Il y a notamment la même chose dans L'Armée des Morts, une fois encore, le film de zombies de Zack Snyder de 2004, où une fois qu'on a passé l'introduction avec le personnage de l'infirmière joué par Sarah Polley, on a l'invasion zombie à échelle mondiale qui est résumée avec des flash infos et des images aux quatre coins du monde au fil du générique, avant que le scénario ne reprenne ses droits. Army of the Dead fait un peu la même chose, donc vous avez cette intro avec les militaires, et l'invasion de Vegas, qui fonctionne sur des images clés en fait au fur et à mesure que défile le nom des comédiens, du chef déco, du chef op, etc. Le souci majeur, c'est que ce générique contient les germes en fait de ce qui nous a fait décrocher du film par la suite. Il y a 3 personnages dans ce générique qui se tiennent debout, qu'on voit en pied, et qui ont dans leurs mains une photographie. Le premier, c'est une femme qui tient un portrait d'elle et de sa fille. Le deuxième personnage qu'on voit comme ça apparaître en pied en tenant une photo, c'est Vanderho, qui est joué par le comédien afro-américain Omari Hardwick, qui nous présente son diplôme de philosophie, et il y a une photo si on le voit avec sa famille alors qu'il est diplômé. Le troisième personnage qu'on voit apparaître en pied dans ce générique en train de prendre la pose comme ça, c'est Dave Bautista lui-même, donc le héros du film, qui lui tient une photo de sa femme et de sa fille. Le générique se conclut par la mort du premier de ces 3 personnages, donc la femme, l'anonyme qui tenait la photo d'elle-même et de sa fille. On va voir ce personnage, avec sa fille, qu'elle a retrouvée dans les décombres de Vegas, se faire écraser par le dernier container qui va venir sceller le mur bâti autour de Vegas par le gouvernement. Et d'entrée, il y a un problème, parce que Dave Bautista assiste à cette scène, et en fait, on a cru, toi comme moi, qu'il s'agissait de la femme et de la fille en fait, de Dave Bautista qui se faisait écraser et qui mourrait sous ses yeux, alors que lui est impuissant. Pourquoi ça? Car il y a une énorme emphase qui est mise sur la mort de ces 2 personnages, cette femme et cette adolescente, alors que ce sont, entre guillemets, des non-personnages. Ils n'existent pas avant ce générique. Il n'existe plus après. La véritable famille Dave Bautista, elle va en fait entrer en scène bien plus tard, et ce qui déjà, sur le plan émotionnel, nous a paru confus. Il nous a fallu revoir, mais en tout cas le générique, quand je suis allé le revoir après la séance initiale, pour bien scruter le visage des personnages sur les photos, et éventuellement comprendre que non, c'est pas sa femme et sa fille, mais dans le feu de l'action, quand on débute le film, la mise en scène fait que, émotionnellement, on est guidé vers ça. Oui, je suis assez d'accord, c'est assez déroutant. Moi, il y a un plan dans ce générique que j'ai trouvé assez stylé, et toi aussi je crois, et qui, en quelque sorte, est assez représentatif de tout ce qui ne va pas dans ce film. C'est le plan dans lequel on voit un soldat américain qui est parachuté au cœur de Vegas, et en l'occurrence au cœur de la horde zombies. Ce qui n'a aucun sens, en fait. Donc le plan est assez sympa, on le voit faire les 3-4 derniers mètres de chute, il essaie de shooter les zombies qui sont autour de lui, mais finalement ils sont beaucoup trop nombreux et il se fait avaler. Et puis contre-champ, on voit dans le ciel des dizaines de parachutes. Pourquoi est-ce que c'est représentatif de ce qui va pas dans le film? C'est parce que, à mon avis, Snyder, comme d'habitude, il a voulu faire un exercice de style, il a des idées assez sympas, des plans, mais tout ça se fait au détriment du développement de l'histoire, en fait. C'est généralement incohérent, il s'est clairement pas foulé pour nous offrir un univers bien construit et puis une histoire crédible. Oui, ça se ressent pas que dans ce genre de détails, il y a d'autres trucs qui t'ont posé problème sur la construction globale de l'univers au final. Bah, tu l'expliquais un petit peu, l'épidémie est contenue parce que le gouvernement américain construit un mur autour de Vegas. Un mur qui est fait de containers, un mur qui fait 20 mètres de haut. À tout casser, ouais, non, c'est ça. C'est 2 containers, peut-être 3 max mis les uns sur les autres, et c'est tout. Donc en fait, vous avez cette espèce de zone de quarantaine, avec un espèce de camp de réfugiés tout autour de Vegas, et on comprend par la suite que la situation reste ainsi pendant plusieurs années, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, le gouvernement américain laisse une ville infestée de zombies en l'état. Et finalement, au moment où le récit débute, où l'action débute,
on apprend que le gouvernement a décidé de larguer une bombe atomique sur Vegas. Faut pas les choses à moitié. Exactement. Détruire le Nevada. Donc ils ont une épidémie qui est... un danger, qui est une menace qui est sous contrôle, qui aurait pu... Enfin, un problème qui aurait pu se résoudre de tas de manières, et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de balancer une bombe atomique qui va ravager toute la zone, en fait, toute la région. Pour moi, c'est pas crédible. Dès ce moment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment ça l'univers Est-ce que c'est ça le prétexte, en fait J'ai bien compris que Snyder voulait faire un film de zombies dans Las Vegas. Est-ce qu'il aurait pas pu trouver quelque chose d'un peu plus intéressant que ça, d'un peu plus construit? A priori, non. Alors, certes, derrière, il y a aussi la satire politique. Dès le départ, les soldats qu'on voit dans l'intro, qui sont en tête du convoi, sont un peu tournés en dérision. On voit ensuite l'armée donc, qui parachute ses soldats en plein cœur de la horde de zombies pour se laisser dévorer. Le gouvernement américain qui laisse la situation telle qu'elle, enfin, le camp de réfugiés qui n'a pas de raison d'être, parce que dans ce camp de réfugiés, vous avez a priori des gens qui sont là depuis plusieurs années, alors qu'ils ne sont pas contaminés, ce qui n'a pas de sens. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Pour moi, c'était seulement le moyen de tourner en dérision le gouvernement, de tourner en dérision l'armée, et puis voilà, d'appuyer un peu le message sur le sort des réfugiés aux États-Unis ou dans le monde, en fait. Non, complètement, mais c'est terrible parce que en fait, tout le film est à l'avenant. Dire qu'on a des choses qu'on pourrait trouver intéressantes, sympathiques, mais qui sont totalement sans affect. Et c'est d'autant plus rageant que, quitte à avoir un résultat inconsistant, ou en tout cas superficiel, c'est un truc qui n'aurait pas posé problème. En fait, Zack Snyder exploitait vraiment son concept, à savoir un film de braquage à la Ocean's 11, Las Vegas à l'appui, mixé avec un film de zombies. Et malheureusement, Army of the Dead, c'est un peu ça en fait. C'est une succession d'idées qui sont potentiellement sympathiques, mais dont aucune ou presque à l'écran ne fonctionne. Et au milieu d'elle, donc, on a le parti pris. Je pense que tu vas nous en parler un peu de ces morts-vivants évolués. Donc, il y a l'espèce de mal alpha qui s'échappe au début du film, qui va contaminer Vegas, et qui devient en fait le big boss, la tête pensante de la fameuse Army of the Dead, qui sont donc les zombies de classe inférieure qu'on voit dans Las Vegas. Ça, c'est ce qui est assez excitant sur le papier, mais qui à l'écran nous a pas transcendé. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, je reviens un peu sur ce que tu as dit, parce que ça me semble très intéressant. Army of the Dead déçoit sur tous les plans, c'est-à-dire que c'est pas un bon film de zombies, mais c'est même pas non plus un vrai film de casse, en fait. Pour moi, tout ça n'est qu'un prétexte pour envoyer une bande de mercenaires dans l'arène, en quelque sorte, dans Vegas. Hein. On a expliqué qu'il y avait une espèce de muraille autour de Vegas. J'ai l'impression qu'il envoie des gladiateurs dans l'arène. Je sais pas si ça t'a... c'est exactement l'impression que ça m'a fait. Impression qui est plutôt positive, mais malheureusement, une fois qu'on est dans l'arène, mais que se passe-t-il, quoi? C'est ça, en fait, il n'y a pas beaucoup d'affrontements, il n'y a pas beaucoup de combats. C'est assez surprenant. Ça découle d'un choix narratif que je vais essayer d'exposer. Tu le disais, les zombies sont un peu évolués, ils sont doués de capacités intellectuelles. Ils arrivent en tout cas à esquiver les coups assez habilement. C'est ce qu'on voit de temps en temps. Oui, et puis en l'occurrence, ils sont pas très belliqueux en fait. Ils maîtrisent apparemment un peu l'art de la diplomatie ou de la négociation. Au moment où le groupe de mercenaires de braqueurs entre dans Vegas, en fait, ils sont guidés par une femme qui... j'ai pas bien compris si elle était prisonnière du camp de réfugiés ou si elle y travaillait. C'est une passeuse en tout cas, qui fait passer des gens de Vegas à l'intérieur et vice-versa, selon les besoins de chacun. Et en fait, elle leur explique qu'il y a un moyen de circuler à peu près librement dans Vegas, c'est de faire une offrande aux zombies. Et donc, c'est ce qu'ils font, ils vont sacrifier l'un des leurs, qui est un sale type, en l'occurrence, il est garde dans le camp de réfugiés. C'est un flic misogyne dont on comprend qu'il abuse de son autorité, voire des femmes qu'il a sous sa coupe, donc c'était le personnage par excellence à sacrifier. Ouais. Et donc, il décide de mettre ce mec en offrande au mal alpha du groupe. Et les zombies l'acceptent, et donc, pendant la première partie du film, pendant une bonne heure de film, voire plus, il y a presque pas de scène d'affrontement, en fait, entre le groupe et les zombies. Non, il y a pas de tension, il y a pas de... C'est un film qui est pas très physique, ce qui est hyper étonnant, d'ailleurs, de la part de Zack Snyder, hein. Bah oui, puisqu'en plus il envoie une bande de gros bras armés jusqu'aux dents, on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus... qu'il y ait beaucoup plus d'action, et en fait il y en a assez peu. Autre chose, alors, il y a plusieurs catégories de zombies, on le comprend au fil du film. Vous avez ce que tu as appelé le mal alpha, qui est en fait le leader, le roi des zombies. Il a une espèce de cour de zombies qui sont plutôt vifs,
qui courent vite, qui savent se battre, qui savent esquiver les coups. Et puis ensuite, vous avez des zombies en hibernation, c'est ça ? Qui sont en train de végéter, qu'on découvre un peu Voilà. plus tard aussi, qui sont vraiment debout, mais endormis, comme de bravettes, et qu'il faut surtout pas réveiller, parce que ça attaque à vous. Si vous les réveillez, sinon vous pouvez passer à côté, Voilà. très très discrètement. Pourquoi pas ? C'est une idée intéressante, ça s'est déjà fait dans pas mal de films et séries. Je veux dire, des zombies un peu évolués. Sauf que là, c'est paradoxal. Paradoxal pourquoi ? Parce que Snyder les dote donc de capacités intellectuelles et même de capacités émotives en quelque sorte, mais leurs motivations ne sont pas claires du tout. Que veulent-ils ces zombies ? Ils ne sont pas très belliqueux, ils n'ont a priori pas de soif de conquête, parce qu'ils restent dans Vegas alors qu'ils ont les capacités a priori de s'en échapper. Ils sont très agiles, ils savent manier des outils, la muraille de containers qui les tient enfermés en fait, c'est dérisoire en fait, ça paraît dérisoire. Donc ils ont l'Amérique à portée de croc en quelque sorte, et ils décident de faire quoi ? Eh bien de rester dans Vegas et de fonder une civilisation zombie, ou au minimum une famille zombie. Pourquoi une famille ? Parce que ce mâle alpha, ce leader, il sait dégoter une petite femme parmi les zombies. Lady zombie, hein, Exactement. charmante. Et, tenez-vous bien, elle est enceinte. C'est surprenant quand même. C'est très surprenant. Parce qu'on se demande là, du coup comment cela a pu se passer. C'est une idée de dingue. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est... Alors le film est moisi et tout, j'aime pas, tu vois, mais ça c'est kiffant. On dit, si ce n'est inédit, c'est quand même... c'est vachement intéressant comme idée. Mais malheureusement, quoi, c'est l'idée que les zombies puissent copuler et procréer. Je me suis dit, mais qui t'a montré ça, mais montre-moi une partouze de zombies, enfin, fais quelque chose. Ah oui, carrément. Ah ouais, ils ont le budget, tu vois. Bon, peut-être pas la liberté, mais c'est Netflix, vas-y, lâche-toi. Bon, malheureusement, on verra pas ça. J'en ai extrêmement frustré. On ne les voit même pas se tenir la main ou quoi que ce soit. Enfin, on comprend juste qu'ils ont copulé une fois pendant leur séjour à Vegas et que donc mademoiselle est enceinte. Ils ont des sentiments l'un pour l'autre, par contre, ça transparaît. Oui, ça se voit, voilà. Ouais. Mais c'est pas non plus une grande histoire d'amour romantique. J'aurais aimé voir ça entre deux zombies. Qui t'a développé un truc. Non, je ne les juge pas, voilà. Mais en tout cas, c'est d'autant plus triste que dans L'Armée des Morts en 2004, Zack Snyder nous donnait à voir une scène qui était assez un peu dans ce goût-là. Une femme, une survivante de l'apocalypse, qui était enceinte et bientôt à terme, se faisait mordre avant de se réfugier dans le centre commercial où se passe la quasi-intégralité de l'Armée des Morts. Donc une fois mordue, son mari, son compagnon au moins, essayait de la soustraire au reste du groupe, et on la voyait accoucher dans le secret alors qu'elle est déjà zombifiée. Et ce qui devait arrive, elle donne naissance à un bébé mort-vivant, donc déjà zombifié, qui, s'étonnait, est abattu d'une balle. Alors, ma foi, je me suis dit, quitte à pousser ce délire encore plus loin, vas-y, montre-moi des rapports sexuels entre zombies dans Army of the Dead, enfin lâche-toi. Mais bon, mes déviances n'ont pas été satisfaites parce que ça n'arrivera bien sûr pas sur 2h30. Alors, petite parenthèse, si c'est le mot fantasme, il y a un petit film, alors petit, minuscule, qui s'appelle Elle les zombies, qui a été réalisé par Bruce LaBruce, qui est sorti en 2011. Bruce LaBruce est un des réalisateurs phares du porno gay, et il tourne avec un acteur qui est aussi une star du porno gay, qui est François Saga. Il l'a embauché donc avec autre Francis Hu pour aller tourner ce film où une créature mystérieuse très très musclée sort de l'océan. On sait pas trop si c'est une créature marine, un monstre, un zombie, mais en tout cas elle s'amuse en fait, elle est attirée sexuellement par les cadavres d'anonymes en fait qui jonchent Los Angeles, et cette créature va les ressusciter en couchant avec. Alors c'est une idée complètement tarée, fait avec 4 bouts de ficelle, mais dans les zombies au moins l'idée est développée, elle est tenue, et le film dure 1h10 quoi, donc c'est même pas la moitié de Army of the Dead. Donc voilà, quitte à aller voir ce genre de curiosité, allez plutôt vers celui-là. Mais retournant dans le bouton, Army of the Dead, ça tient malheureusement pas à la comparaison avec le propre travail de Snyder, donc avec cette histoire de femme enceinte qui accouche de bébé zombie, c'est vraiment dommage. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et puis ça tient pas non plus à la comparaison, en l'occurrence avec le travail de Romero. J'ai surtout pensé en fait au Territoire des Morts, qui est sorti juste après l'Armée des Morts. Ouais, exact, un an après, ouais. Voilà. Dans le Territoire des Morts, les zombies sont eux aussi un peu évolués. Il se trouve un leader en la personne personne zombie, d'un pompiste. En feu la personne. qui lui en fait se découvre un peu une âme de syndicaliste. Parce que si je me souviens bien, il va en quelque sorte unir les zombies et les mener à l'affrontement pour renverser le pouvoir en place. Le message est quand même un peu plus percutant que dans Army of the Dead. Et c'est dommage qu'il soit pas allé jusque-là, parce que là, on a simplement un couple de zombies. Ils sont assez passifs, finalement, c'est-à-dire que l'affrontement ne
débute vraiment que lorsque la reine zombie, si on peut dire, la femme du patient zéro, mal alpha, est tuée par l'un des mercenaires. Le bébé meurt et c'est parce qu'il est ravagé par la tristesse et la colère que le leader des zombies va mener l'assaut contre le groupe de mercenaires. C'est ça qui va venir rompre réellement la trêve. Mais voilà, tout ça pour dire que ces zombies, on comprend pas trop quelles sont leurs motivations. Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de fonder une famille zombie à Vegas ? Bon, si c'est ça, c'est un peu limité comme idée. Ouais, et sous-développé, parce qu'à la rigueur, pourquoi pas, mais vu qu'on le voit à peine et que c'est majoritairement des gros plans un peu disgracieux sur leur visage, il y a pas de... Moi, j'ai pas eu d'empathie particulière, alors que l'idée vraiment de la zombie enceinte, c'était quand même... Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas, on s'est dit. Ah non, pas d'empathie particulière pour ces créatures qui restent des monstres, hein, quand même. Bah, ils sont sympas, quand même. Et en parlant d'aspect sociopolitique de ce qui faisait le sel des films de Romero, il y a l'épilogue aussi d'Army of the Dead qui était un petit peu déçu aussi. Le message politique, en fait, donc je le disais tout à l'heure, c'est le gouvernement américain qui est tourné en dérision. Alors, on l'a pas dit. Au moment où le film débute, le gouvernement américain annonce qu'il va larguer une bombe atomique sur Las Vegas, et on apprend au milieu du film que le largage est anticipé. C'est-à-dire qu'ils vont balancer la bombe à 12 ou 24 heures plus tôt que prévu. Voilà, pour couper court aux manifestations écolo. Et ils le font, a priori, pour emmerder des opposants. On l'apprend comment ? En fait, les personnages découvrent ça en regardant la télé dans Vegas, dans le casino où ils commettent le braquage. Et la séquence est un peu risible. On a l'impression de voir le JT de Fox News, et on se dit, bon, à la limite, c'est peut-être un truc que Trump aurait pu faire, mais c'est quand même assez ridicule. Il y a vraiment une volonté de tourner le gouvernement américain en dérision, ils sont totalement incompétents. Et donc, à la fin du film, la dernière scène se déroule dans un avion. En fait, le personnage Vanderohe, dont tu parlais tout à l'heure, c'est le seul qui en réchappe, en fait, qui réchappe à la fois à l'assaut des zombies et à l'apocalypse nucléaire. La bombe qui est larguée sur Vegas. C'est ça. En plus, il en réchappe avec un paquet de de thunes. Avec le magot, hein, parce qu'il a tout le pognon pour lui, du coup. Avec le magot qui est dans le coffre où il s'est abrité, le coffre-fort. Et donc, il loue un jet privé, et il se rend compte, au moment où il est dans ce jet en direction du Mexique, qu'il est contaminé. Et donc, voilà, l'idée, c'est que les Américains vont réussir à foutre la merde partout. Ça, c'est un truc qui est assez courant dans les blockbusters ou les films post-apo. On pense notamment à un film de Roland Emmerich. Que tu aimes bien. Je tolère. C'est le jour d'après, donc film qui a presque 20 ans, et où des catastrophes climatiques s'enchaînent sur le territoire américain, et où donc il y a cette image du peuple américain qui, forcé à l'exil, traverse illégalement le Rio Grande, en fait, pour se rendre au Mexique. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le cinéma apocalyptique, que ce soit une apocalypse horrifique comme ici, ou donc une apocalypse climatique comme dans le jour d'après. C'est pas inédit. Mais c'est un regret supplémentaire, en fait, parce que cet aspect politique est lui aussi sous-traité et à peine effleuré, alors que ça aurait eu sa place dans un bon petit Romero de fin de carrière. Et en fait, il en va de même pour les idées purement visuelles vis-à-vis de la mythologie zombie. Là, le mâle alpha, donc, qui est en couple avec sa lady, c'est une créature qui est capable, il faut le savoir, de monter à cheval. Donc, il est capable de diriger, d'avoir son petit canasson et de mener ses troupes. Canasson zombie. Bien sûr, canasson zombie, parce que ça aurait été sympa de voir sur un vrai cheval, tu vois. Mais d'ailleurs, ça a été fait de mémoire, donc j'en parle parce que George Romero, dans un film qui s'appelle Survival of the Dead, sorti en 2010, c'est une fausse suite d'Diary of the Dead, son précédent film, qui était un film de zombies, mais en found footage. Et Romero rêvait depuis toujours de faire un western, ce qu'il a jamais pu faire parce que les financiers lui demandaient toujours un film de zombies. Et donc il a signé quand même pour Survival of the Dead, mais il l'a westernisé entre guillemets comme il a pu, et donc on voyait un zombie littéralement faire du cheval dans ce film-là, ce qui était à la fois amusant, intriguant, inédit et ma foi fort sympathique. J'ai peu de souvenirs du film dans son ensemble, mais cette image-là est restée. Donc c'est vrai qu'il y a... Pourquoi pas pousser ça encore plus loin, ça aurait eu sa place. Moi, mais ça marche pas. En l'occurrence, j'ai pas vu ce film de Romero, par contre, j'ai pensé, et toi aussi je crois, à Game of Thrones, au personnage du roi de la nuit, c'est ça ? Le roi de la nuit, ouais. Qui est cheval, ouais. Bien sûr, ça aurait pu une espèce de leader charismatique du monde des morts, ouais, ça s'inscrivait là-dedans. Ils auraient pu en faire une émulation de ce personnage-là, qui en plus, avec les 8 saisons de Game of Thrones, ce genre de personnage est entré dans les mœurs, si on peut dire, et puis il a été... le public l'accepte, en fait, mais non, ça ne pose aucun problème.
Mais Alors, voilà. dans les mœurs, je sais pas, mais dans l'inconscient collectif, en tout cas. Non, dans les mœurs. Dans les mœurs. C'est ça. Les gens ont ça chez eux, madame. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Faut vivre avec son temps. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est en tout cas accepté. Et malheureusement, cet aspect déceptif, ça va de pair avec l'aspect un peu caricatural d'à peu près tous les personnages, quoi. C'est l'autre grosse déception du film, en fait. C'est un film de groupe où on ne s'intéresse pas au groupe. Autant on a du mal à comprendre les motivations de ces antagonistes, là, de ces zombies, autant il y a une forme d'originalité quand même. Il s'est pas contenté de... On est loin, par exemple, du zombie classique qu'on voit dans The Walking Dead, par exemple. Donc il a fait un effort de ce côté-là. En revanche, les personnages, les protagonistes, les mercenaires, les membres du gang de braqueurs sont extrêmement caricaturaux. Niveau identification, ça en prend un sacré coup. Hein. C'est dur. Hein. Il y a notamment, on a déjà mentionné le flic misogyne, mais je crois que les autres personnages ne t'ont pas plus convaincu. Il y a un sidekick comique allemand notamment qui est insupportable. Il est absolument insupportable, l'allemand. Ouais, celui qui est chargé d'ouvrir le coffre, en fait. Ouais, voilà, c'est le petit génie de la bande, mais qui en fait, aucune de ses blagues ne marche, quoi. Il m'a fait penser à... Parce qu'on a vu Justice League, il m'a fait penser au personnage de Flash. Plus dans la version de Joss Whedon, du coup. Dans la version de Joss Whedon, en fait, qui cabotine beaucoup, qui fait plein de petites blagues un peu pénibles. Ouais, il désamorce toutes les scènes où il apparaît, quoi. Ouais. C'est terrible. Il y a aussi... on va pas tous les énumérer, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas un seul qui nous a... Peut-être un petit peu le personnage de la Française. Oui. Mais on aurait aimé en voir plus, parce qu'elle est aussi sacrifiée dans cette espèce de goubli-boulga. C'est la guide, en fait, c'est la passeuse. Ouais. Oui, je trouve j'ai trouvé qu'elle avait du potentiel. Tu disais qu'elle a été sacrifiée. En l'occurrence, j'ai trouvé aussi que les personnages se sacrifiaient un peu pour rien. Très facilement, ils ont bon dos pour aller facilement. alors qu'en fait, on ne croit pas à l'attachement qu'il y a entre eux, du coup ça paraît là aussi dérisoire, quoi. C'est le cas notamment de Chambers, alors c'est celle qui parvient, c'est la première qui meurt, c'est celle qui parvient à s'extirper du couloir rempli de zombies endormis, en fait. Elle les réveille, malheureusement, enfin elle fait du bruit, quelqu'un la piège, elle fait du bruit, ils se réveillent au fur et à mesure. C'est un long couloir où ils doivent marcher au milieu de zombies endormis sans faire de bruit, en se dirigeant avec des petites espèces de petites lampes torches, là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'ils laissent par terre pour se guider, en fait. Et donc ce personnage-là, du coup, dans l'action, nous a paru un petit peu plus intéressante que le... Alors cette scène, on pourra en reparler un peu tout à l'heure, et on très y reviendra intéressante. tout à l'heure, là. C'est une des bonnes scènes du film. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle pouvait en réchapper, et finalement, elle se laisse mourir assez facilement. Sur la fin, alors qu'elle a une espèce de baroud d'honneur, enfin elle se bat toute seule, elle a des mouvements hyper dynamiques, même à l'écran c'est plutôt payant alors que c'est sous-exposé. Mais sur la fin on se dit, elle aurait juste dû se lever et s'échapper, mais... Lever et courir, quoi. C'est ça. Ouais, et puis manque de scénographie, le personnage de l'Allemand aussi se sacrifie un peu pour rien, parce en fait il se sacrifie pour sauver Van der Rohe qu'il a réussi à pousser dans la chambre forte. Et il ferme la porte, il referme la porte. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas dans la chambre forte, et pourquoi est-ce qu'il ne tire pas la porte depuis l'intérieur pour se sauver lui aussi, je ne sais pas. Et puis la Française enfin, qui à la fin du film, au moment où ils sont plus que deux, hein, c'est le personnage de Dave Bautista et elle, qui vont monter dans l'hélicoptère. Le leader des zombies arrive, elle le tient en joue. Pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas dans l'hélicoptère ? J'avais l'impression, moi, à chaque fois, que les personnages, alors c'est peut-être simplement mal mis en scène, mais que tous ces personnages auraient pu survivre et qu'ils meurent un peu bêtement quand même. Mais ouais, c'est dommage, c'est hyper mal amené. La scène où Van der Rohe est sauvé par l'Allemand, je me suis dit, mais je crois qu'il m'a fallu un quart d'heure pour me dire, ah mais attends, peut-être qu'il s'est sacrifié parce que la porte du coffre-fort ne peut se fermer que de l'extérieur. Mais j'ai dû y penser un quart d'heure après, ce n'est pas du tout amené dans le film. Il aurait suffi d'un dialogue pour qu'on te dise ça ne s'ouvre que de l'extérieur, ce qui est logique pour un coffre-fort, mais c'est même pas amené, donc le sacrifice il paraît dérisoire et ridicule. Donc là aussi c'est un gros problème de mise en place et de développement pour un film qui est quand même rempli d'idées sympathiques sur le papier, mais à l'écran qui prennent l'eau, quoi. Alors qu'il y a des tas de films dont les personnages peuvent être un peu caricaturaux, mais qui marchent beaucoup mieux, et je crois que t'en as un en tête, un film que t'aimes beaucoup. Ah, c'est peut-être le meilleur film du monde. C'est un excellent film. Non, c'est un film que j'adore. C'est Aliens The Retour de James Cameron. Et alors, il faut pas chercher midi à 14h pour faire le lien entre Army of the Dead et celui-ci. C'est un film qui a inspiré jusqu'à Rec 2, par exemple, la suite de Rec. C'est aussi une escouade de militaires qui est envoyée dans une zone difficile. Et il y a des points de vue différents avec c'est aussi un film de zombies d'ailleurs, avec des caméras embarquées sur les casques des soldats. Donc Aliens a fait des petits un peu partout dans tous les genres. Mais là, quand même, c'était hyper flagrant. Donc Aliens 2, on va rappeler le pitch, c'est Ellen Ripley, survivante du premier Alien, qui est sollicitée pour aller visiter en compagnie d'une escouade militaire une colonie
dont on n'a plus une seule nouvelle. Donc on suppose qu'ils sont tombés sur une colonie d'aliens et qu'ils se sont fait méchamment éclater la tête. Elle y va néanmoins, et sur place, donc elle va les aider donc à avancer là-dedans. Et dans cette escouade, il y a un des sbires, enfin en tout cas un des actionnaires, je sais plus, de la Weyland Corporation, qui a envoyé, peut-être pas actionnaire parce qu'il a pas ce pouvoir-là, mais un des sbires de Weyland qui a envoyé là-bas pour superviser tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on nous raconte dans Army of the Dead ? On a une escouade qui est envoyée en territoire hostile. On a une équipe qui est guidée par une femme forte, donc la française passeuse dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'équivalent un petit peu de Hélène Ripley. On a le sbire du commanditaire de ce groupe qui va trahir les mercenaires, les laisser crever en les enfermant avec les créatures pendant qu'ils sont en train de s'enfuir. Ce même sbire, on l'apprend, ne poursuit pas le but de l'escouade. Dans Aliens, le sbire en question voulait juste ramener une créature sur Terre pour faire du pognon. Et là, en fait, il veut ramener un morceau, une partie d'un des morts-vivants, et il se fout complètement en fait, des 200 000, je sais plus combien c'est, 200 millions, un truc comme ça, qu'il y a au fin fond du coffre de Vegas. Et enfin, on a un climax qui est amorcé par la scène sur le toit dont tu parlais. Donc on a le Dave Bautista, donc dans Army of the Dead, le père de famille, qui veut aller récupérer sa fille prisonnière au fin fond d'un immeuble. Il revient sur le toit et il voit que le véhicule, l'hélicoptère n'est plus là. Et bien, comment ne pas passer à la scène où Hélène Ripley repart dans les entrailles de d'une base spatiale là, sur cette planète pour aller chercher Newt, revient et voit que Bishop, on suppose qu'il s'est barré avec le vaisseau alors que tout va sauter. Et il y a aussi après un champion nucléaire dans le fond quand le véhicule s'en va. Enfin, c'est un hommage évident. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas, aucun problème. Mais c'est complètement fou qu'un film choral, et là je pense en termes de mise en scène, mette si peu en valeur ces personnages. Alors qu'ils étaient extrêmement bien mis en valeur. Chez James Cameron, on peut ne pas les aimer après, parce que c'est quand même ils ont un côté caricatural. Oui, c'est ce que je disais, ils sont très stéréotypés, mais ça... Stéréotypés, merci, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Oui, moi aussi j'ai dit caricatural tout à l'heure, et je pensais plutôt à ça. Mais ici, alors, au-delà d'être caricaturaux, les personnages ont finalement des interactions assez limitées, quoi. Enfin, en plus, c'est censé être un film de braquage, et en général, dans les films de braquage, vous avez une sorte de complémentarité entre les personnages. Vous avez, bon là en l'occurrence c'est un peu le cas aussi, vous avez celui qui veut ouvrir le coffre, le pilote d'hélicoptère, les gros bras, celui qui est un peu imprévisible. Mais là, en fait, les personnages ont tellement peu d'interactions, en fait, de rapports bilatéraux en quelque sorte les uns avec les autres, que c'est totalement inintéressant. Très vite, alors au départ ils sont en groupe, mais très vite ils se séparent en groupe de 2-3 personnes. Ils ne se recroisent presque jamais, en fait. Non, c'est très frustrant. On n'a ni empathie, ni antipathie, en fait, pour eux. C'est ce qui rend le film terriblement ennuyeux. Et ça vaut aussi pour la storyline sur Dave Bautista, enfin, storyline, pour que je parle anglais, l'arc narratif entre Dave Bautista et sa fille, avec qui il va essayer de renouer. Et ça se résume, en fait, entre eux à une longue scène qui arrive pile à 1h15 de film, où ils discutent tous les deux de leur passé, du pourquoi Dave Bautista a quitté le nid familial, et on apprend donc qu'il a été contraint en fait de tuer la mère de cette gamine parce qu'elle avait été mordue. Mais ça arrive tellement tard, et c'est pas au bon moment, là encore en termes de rythme, c'est un film qui est très dur à suivre, Army of the Dead, que ça a été très pénible. Et je sais pas si tu as peut-être moins ressenti que moi ça, mais le film de groupe un peu raté ou sabordé, c'est dans la mise en scène moi que ça m'a le plus déçu, notamment dans la photographie. C'est, on ne l'a pas dit, Zack Snyder qui a assuré lui-même le poste de directeur de la photographie sur ce film-là, et non pas Larry Fong. Donc Larry Fong, c'est son chef-op attitré. En gros, c'est lui qui a éclairé Batman v Superman, Watchmen, Sucker Punch et même 300. Donc c'est vraiment le grand habitué de Zack Snyder au poste de chef-op. On lui dit merci pour tous ses chefs-d'œuvre. Ah, ça suffit. Écoute, il a aussi, il n'a pas fait que ça, hein, il a aussi éclairé Super 8 de J.J. Abrams. D'accord. Enfin, tout ça pour dire que là, peut-être que ça aurait été bien qu'il le garde pour le coup, parce que je ne comprends pas pourquoi Zack Snyder a fait le choix d'une mise en scène avec autant de zones out of focus, enfin totalement invisible et dans le flou. Il y a vraiment, je sais pas si c'est un filtre qui a été ajouté ou un travail qui a été fait a posteriori, ou s'il l'a pensé sur le plateau, mais il y a parfois de nombreux plans entiers, vous avez un personnage central au milieu d'écran qui est clair, et le reste qui est complètement flouté. Alors c'est un choix qui est visiblement très conscient parce qu'on fait pas ça au hasard, mais je trouve ça absolument contre-productif vis-à-vis de ce que le film nous propose en fait. Ça renforce pas la dynamique de groupe en tout cas. Ah bah c'est clair, on les voit pas, donc tu te dis ils sont 10 mais on en voit un. Et c'est même assez, dans les gros plans, ça devient assez ingrat, on a l'impression de regarder des clichés de macro-photographie en très très gros plans pendant 2h30 quoi. Bon, il y a quand même quantité de plans de large, etc., mais qui une fois encore sont tellement dévitalisés par les défauts qu'on a un peu énumérés que
Bah, c'est c'est un boulet de plus, en fait, que se traîne le film, quoi. Et sur 2h30, c'est que l'addition, là, elle est quand même salée. On l'a senti passer, le film. C'est, Ouais, c'était long. En fait, je crois qu'on a tous les deux attendu que ça commence, et puis quand ça a commencé, ça s'est terminé. On a vite attendu que ça finisse, tu vois, ça se dit ouf. Et il y a quand même, alors, parce que nous sommes des gens très gentils, il y a quand même des choses dans Army of the Dead qui, bon gré mal gré, fonctionnent. Où on s'est pas dit ça aurait pu être bien, on se dit tiens, là ça marche, là c'est pas trop mal. Notamment, on vous en parlait brièvement, il y a une scène où le groupe de mercenaires, alors qu'il n'a pas encore été divisé, doit traverser un très très long couloir, plongé quasiment dans le noir, où des zombies sont en hibernation, et ils doivent faire ça très silencieusement, en rampant au sol, en marchant accroupi, enfin en faisant des mouvements très compliqués pour ne pas les réveiller, pour pas se faire bouffer. Et ça, même toi t'as trouvé ça plutôt chouette. On a commencé un petit peu à triper là, à se dire tiens, il y a... Ouais, tout à fait. Alors dans cette scène, il y a le personnage qui s'appelle Chambers, je crois, qui est piégé en fait par le sbire, tu disais, du commanditaire du braquage en fait. Voilà, il lui fait exprès d'envoyer sur un mauvais chemin, là où ils ne sont pas passés. Elle clôture la marche et il la dirige vers le mauvais couloir, vers le mauvais chemin. Donc elle se retrouve toute seule et puis malheureusement, elle fait du bruit. Et les zombies autour d'elle commencent à se réveiller, mais un par un. Et en fait, elle arrive à buter les 10 premiers sans faire de bruit. Silence. Elle leur met des petits coups de surin, je crois, et puis tu sais, elle leur met la main sur la bouche pour pas qu'ils fassent de bruit, et elle les couche au sol tout en douceur. Moi, ça m'a rappelé en fait The Last of Us, parce que Bien sûr. on y a joué peu avant, et vous avez de nombreuses scènes comme ça où vous ne devez pas faire de bruit. En fait, vous devez avancer à tâtons pour ne pas éveiller ou attirer l'attention des infectés. Et cette scène, c'est la seule vraie scène de tension du film. Ouais, c'est dommage. Elle est un peu, moi visuellement, je la trouve un peu ingrate parce que c'est quand même trop sous-éclairé, on a un peu de mal à voir ce qui se passe, c'est un peu terne. Mais malgré tout, il y a du suspense, et là, il y a vraiment un plaisir qui a été pris. Je me demandais comment elle allait sortir de là, puis elle l'a tué en silence, puis 2, puis 3, les cadavres s'amassent. C'est vraiment chouette. Ouais, c'était chouette. Tout le film aurait dû être comme ça, et malheureusement, c'est pas le cas. Et t'as aussi, moi aussi, on a aimé ça tous les deux, c'est la manière dont les zombies arrivent on peut dire, à contre-attaquer. Ils font des espèces de mouvements de capoeira, enfin des choses hyper dynamiques à l'écran qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, alors c'est une scène très très courte qui doit durer 30 secondes. Au moment où les zombies sortent de l'ascenseur, arrivent dans le couloir qui mène à la chambre forte, ils vont se fighter avec le personnage de Dave Bautista à main nue en fait. Et là, moi ça m'a fait penser carrément à The Raid. Parce que c'est des mouvements, des prises d'arts martiaux, enfin je ne sais pas de quel art martial, mais c'est assez bien chorégraphié et c'est super dynamique pendant 30 secondes, alors que le reste du film est très long. Ouais, alors je sais pas si c'est du penchaxilat, si je dis pas de bêtises, qu'il y a dans The Raid. C'est voilà, c'est un mélange en réalité. Ok, mais je sais pas s'ils s'en sont inspirés pour ça, mais en tout cas c'était suffisamment percutant pour qu'on se dise ouais là c'est ça qu'on a envie de voir, et puis après malheureusement le soufflet retombe. Alors de mon côté j'ai eu 2 scènes, une scène et demie à défendre. Il y a dans Army of the Dead, autre innovation, un animal zombie, donc c'est un tigre, un magnifique tigre, avec la gueule à moitié arrachée, pas du tout coopératif, et qui se balade comme ça, qui est zombifié lui-même, et pour qui, pour notre plus grand bonheur, va en fait croiser la route du traître à partir du moment où il a enfermé tous nos amis mercenaires dans les tréfonds de Vegas, et il commence à s'échapper avec son propre magot qu'il va ramener pour ses commanditaires. Oui, le sbire du commanditaire. Exactement. Qui a piégé donc Chambers. Tout à fait. Dans la scène voilà. que je décrivais. Et donc cette espèce de salaud tombe sur le tigre, et là, vu la déception provoquée par le film, je crois que ça arrive au bout de 1h50, un truc comme ça, cette scène, je me suis dit, bon, ça va être expédié en 2-2, le tigre, on va le voir dans 2 plans, tout moche, et en fait, non, la scène dure, je crois, 2 bonnes minutes, où il se fait, mais éclater en plan large, donc là, vous le voyez, le tigre joue avec, en plus un bon félin qu'il est, donc il va le choper par les jambes et le secouer dans tous les sens, il se fait fracasser la tête sur le sol, il le jette contre des piliers, il retombe, on sent qu'il a les côtes en miettes, les jambes éclatées. Il rampe, et après il lui met un coup de patte spectaculaire sur la tête, et là il y a un vrai maquillage prosthétique, alors que le tigre lui est complètement anti-CGI, et on voit que le type a une blessure qui lui fend la totalité du visage, et qu'il est vraiment au bout de sa vie, qu'il n'arrive plus à parler, il a la carotide qui saigne à j'ai répété, enfin j'ai trouvé ça, j'y ai pris un plaisir en fait de cruel vraiment présent, quoi, j'avais pas d'antipathie pour le flic qui est sacrifié au début, autant lui, il y a eu le strict minimum qui a été fait pour nous rendre antipathique, et du coup, quand cette scène arrive, ça marche. Là, c'est ce que je voulais voir. Là, j'ai senti Snyder s'éclater avec les éléments qu'il avait sous la main. Malheureusement, ça dure 2 minutes. Voilà, oui, non, c'est vrai que cette scène est pas mal. Alors moi, autant j'ai trouvé les zombies plutôt bien faits,
pas forcément bien éclairé ou filmé, mais travail de maquillage. En Voilà, fait, le travail de maquillage était plutôt pas mal. Ça ressemblait vraiment à des corps en putréfaction. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais visuellement, c'était assez satisfaisant. En revanche, ce tigre en CGI, pas super. Il est pas très très bien fait, par contre. Il a pas de présence. Bah, tu sais que tout est faux, donc c'est pas... Puis il est pas mis en scène, pareil, avec une majesté suffisante pour qu'on fasse oublier les CGI, quoi. Donc c'est vraiment quand il passe à l'action que j'ai pris plaisir à le voir. Sinon, le tigre en soi, ouais, comme toi, clairement, ça faisait un peu flop. Et donc, dernière chose, c'est pas une scène en soi, c'est une idée qui est malheureusement abandonnée. Au début d'Army of the Dead, les mercenaires arrivent par une porte dérobée qu'ils découvrent grâce à leur guide, la française. Et une fois qu'ils pénètrent dans l'enceinte de Vegas, ils tombent sur des amas de corps complètement desséchés. Donc on imagine que c'est des morts qui ont essayé de s'échapper de l'enceinte, des survivants. Et en fait, non, elle nous dit ce sont des zombies en fait qui sont atteints par la sécheresse, qui ne bougent plus, ils sont pas morts, hein, ils sont juste immobiles. Et la pluie les réveille. Donc là, fantasme immédiat, l'image en fait par un dialogue se met en tête, on se dit bon, on meurt d'envie de voir ça. L'image aurait été mais sépulcrale au possible, ça aurait été vraiment des centaines de zombies qui sous l'effet de la pluie, sous l'orage, chose que Snyder aurait, je pense, très bien filmé, enfin du coup dans son style pompeux, hein, et ça aurait été super efficace, ça aurait été jouissif en fait. Croyez-vous qu'il pleuve pendant 2h30 hein, même si on est à Vegas, on l'aurait accepté sur le cinéma, tu vois. Non, il ne pleut pas. Donc cette scène, il y a une idée qui est plantée, et vous ne le verrez jamais sur 2h30. Et c'est... Ouais, ça aurait pu être un concept intéressant. D'ailleurs, là, on a Vegas qui va être atomisé. On aurait pu avoir ce groupe de mercenaires qui pénètre dans Vegas, qui est pris au piège par la pluie, justement. Peut-être qu'il pleut un jour par an à Vegas, ça aurait pu tomber ce jour-là, et tous les zombies se réveillent et doivent s'extirper de la zone, quoi. Ouais, en pleine tempête, quoi, ça aurait été... Tellement plus intéressant, mais non, il a fallu qu'il explose tout. À la fin, voilà. Boum. Grosse boum. 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 Non, c'est dommage. Bon point aussi pour quand même pour Dave Bautista. Moi, c'est pas un comédien auquel j'ai fait trop attention. Je l'avais bien aimé dans Le Gardien de la Galaxie. Ouais. Il faisait tout à fait le job en sbire bourrin dans Spectre quand il démontait la tête de Daniel Craig dans un train. Alors, c'est une toute petite scène, mais qui, par sa stature, du coup, était plutôt cool. Je sais pas, c'est un peu un mix entre Schwarzenegger et tu sais, le bimanom Michelin, tu vois. Non mais, il me fait cet effet-là, moi, tu sais, c'est une masse, je pense qu'il te met une gifle, à mon avis, tu perds 3 cervicales, mais à côté de ça, il a un visage un peu rond, et il a quelque chose il a un petit côté nounours, en fait. Il a le capital sympathique du bimanom Michelin, je pense qu'on peut dire ça. T'as envie de lui faire un câlin, tu vois, t'as pas envie de partir à la guerre, et puis tombe bien, on va pêcher, tu vois, on va faire un truc sympa, plutôt que d'aller conquérir le monde. Il a ce côté un peu... il a cette humanité un peu qui transparaît par son visage, et sa manière de se tenir aussi, c'est pas... Il a pas l'air agressif de nature, en fait, tu vois, ce mec-là. Donc, ma foi, j'ai pas... en tout cas, c'est pas un des points ratés du film, c'était tout à fait censé de le mettre là-dedans. Mais si vous voulez, en fait, on commence à avoir fait le tour, là, pour résumer la chose, il y avait une scène très sympa dans l'Armée des Morts, le film de zombies de 2004 de Zack Snyder, où l'équipe, les inconnus qui se sont réfugiés dans le centre commercial, s'enfuient alors que les zombies finissent par pénétrer dans l'enceinte et se réfugient au dernier moment dans un ascenseur. Il y a une musique d'ascenseur qui se déclenche, et là ils commencent alors qu'ils sont en sang et en sueur, à 2 milliers d'athlètes, à rythme un peu avec la musique d'ascenseur toute pourrie, et un des deux dit j'adore cette musique. Et c'était très drôle, ça détendait l'atmosphère pile au bon moment avant que le récit reprenne. Et vous avez une scène similaire dans Army of the Dead, où Dave Bautista et un autre personnage se réfugient dans l'ascenseur, musique d'ascenseur, et en fait c'est pas drôle du tout, parce que c'est pas amené, parce que le reste est pas rythmé, parce que le personnage ne fonctionne pas. Et ça suffit en fait pour mesurer l'échec d'Army of the Dead, quoi. C'est un concept fun pour un film qui, en notre sens, en fait, est pas fun du tout, quoi. Oui, en fait, je pense que c'est ce qui nous a le plus déçus. On aime beaucoup tous les deux l'Armée des Morts, et on s'attendait tellement à retrouver ce cinéma-là. Et on en est tellement loin, et la comparaison que tu viens de faire entre ces deux scènes, l'illustre parfaitement. C'est triste, hein. Ouais. C'est vraiment... Donc on vous conseille, par contre, on vous conseille pas de voir Army of the Dead, par contre, pourquoi pas revoir l'Armée des Morts, parce que je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas ce qu'il en reste après bientôt 20 ans, mais je crois que la plus grande qualité de Army, de me donner envie de voir ce que Zack Snyder nous a proposé il y a 16 ans, je pense que ça donne envie de revoir l'Armée des Morts pour voir un vrai film de zombies. Ouais, c'est vrai. Voilà. Sinon, à la hauteur des chefs-d'œuvre de Romero, au moins qui étaient tenus. Voilà. Là, malheureusement, c'est l'échec. Merci beaucoup Mathilde, ce sera le dernier Zack Snyder de l'année, à moins que nous sorte un Director's Cut de sa poche et que je te rappelle pour dire au fait, il y a un Sucker Punch Director's Cut qui vient de sortir. Tu vois, on peut encore se faire le Royaume de Gaoul, c'est ça? Et tu l'as pas vu celui-là? Non, je l'ai pas vu justement, c'est peut-être l'occasion. Il y a des petites chouettes toutes mignonnes, tu vois. Bon, c'est pas un grand film, mais bon, il faut à l'occasion.
L'Infini Détail, c'est aussi un site internet, infinidétail.com, pour retrouver toutes nos critiques et nos entretiens. On a aussi 3 exemplaires du magazine papier qu'on a déjà sorti qui sont encore disponibles à la librairie Ombre et Lumière, la faction cinéma d'Ombre Blanche à Toulouse. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir, que vous aimez notre travail, on a un compte Tipeee, tip3e.com/infinidétail tout attaché. Vous pouvez accéder à nos podcasts en avant-première pour à peine 1 € ou nous soutenir mensuellement, toujours à partir d'1 €, si vous voulez qu'on continue cette belle aventure. Merci à tous, à bientôt.